l'idée, ça va être très court en fait. Actuellement, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas, on va dire vraisemblablement, définir l'intelligence végétale. On n'est pas câblé pour. Bon. Donc on va procéder comme avec des enfants à l'école primaire. Je veux juste 10 synonymes d'intelligence. On va écrire les 10 synonymes, quelque part, quelqu'un va écrire les 10 synonymes. Ça va être fait. Ça va être fait. Oui. Attendez, j'ai pas fini. Hein. Avant de vous lancer, faites gaffe. Hein. Bon. Je vous en donne un au passage. Discernement. Est-ce que les plantes sont capables de discernement? Bon, voilà, c'est un comme ça. Bon. Ne vous cassez pas la tête à chercher comment ça peut marcher, du symbole, etc. On s'en fout. Il faut mettre un niveau CM1. Vous mettez un niveau CM1, c'est bien. Hein, voilà. Discernement, voilà. Ça peut être lié à l'intelligence. Vous voyez, des mots qui sont clairs, qui sont précis, où il n'y a pas d'ambiguïté. Et après, on va demander à nos invités d'ici, là, de voir si vous dites discernement, par exemple. Si je dis discernement, je vais demander à chacun ou à qui veut prendre la parole, est-ce que vous avez rencontré dans le monde végétal des phénomènes de discernement qui ressemblent de très proche à du discernement? Tu peux traduire pour moi? Tu dis, okay. Je demandais au public des synonymes. On peut y aller? Attends, traduis. Oui, mais pendant ce temps, je peux... Et il faut bien écrire. Non, mais ça va être écrit, Claude, ça va s'afficher sur l'écran. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien, là. Non, mais ça va se faire. Il faut déjà que les gens parlent. Maillage. Donc, maillage. Capacité d'adaptation. Un seul mot. Adaptabilité. Alors, il faut distinguer adaptation de adaptabilité. Il faut choisir. Voilà, adaptabilité. Connexion. Connexion, c'est trop vague. Connexion à une certaine intelligence spirituelle. Non, c'est trop. Je suis CM1. J'ai 10 ans. Créativité. Attendez. Esprit. Non, c'est trop vague, esprit. Perception. Perception, oui. Résilience. Et relier. Compréhension. Résilience aussi. Mémorisation. Communication. C'est écrit là? Ça va s'écrire, Claude. 2 secondes. Ouais, même s'il y en a plus de 10, c'est pas grave. Vous allez voir, vous allez avoir une surprise avec la liste qui va s'afficher là. Écoute. Quelqu'un a une autre proposition? Tout ça, les plantes savent faire. Tout ce qu'ils disent. Empathie. Sensibilité. Et ils ont souvent affiché. Analyse. Invention. Ouais. J'ai entendu intention ou invention? Invention. INV. Oui, c'est pareil que créativité. Oui, c'est pareil que créativité. Et c'est à peu près pareil. Voilà. OK? On tape? C'est bon? On lance? Voilà. C'est écrit derrière toi. Et... Ah, pardon. Discernement, maillage. Alors, je vais faire comme le professeur dans l'ancien temps, parce que j'ai affaire à des enfants. On va prendre la baguette. Magique. Une baguette, quoi. Si elle veut bien sortir. Elle bouge déjà dedans? Merde. Dans le temps, emmener les enfants à la baguette. Alors, on y va. On commence. Je regarde pas. Oup. Compréhension. Alors, je pose la question. Est-ce que vous avez remarqué des comportements dans les végétaux
qu'on peut assimiler à un phénomène de compréhension. Georges ? Oui, oui, compréhension du monde extérieur, on le constate quand même assez fréquemment, hein, des végétaux qui agissent en fonction de la perception qu'ils ont du monde extérieur. Donc on tombe sur un autre mot. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est, imaginons que vous ayez fait ça il y a 12-13 ans en arrière. J'étais mort. Non seulement tu étais mort, mais il n'y a aucun pratiquement de ces mots-là qui serait venu. C'est-à-dire que cette notion d'intelligence végétale, c'est une réflexion vraiment, c'est ça qu'il faut dire en premier, quand même récente. C'est qu'on commence à se poser ces questions-là et on cherche des mots mais on cherche des mots humains. Voilà, oui, c'est ça la difficulté, parce que les plantes, ne serait-ce que les plantes qu'on a autour de nous, nos mots humains, elles n'en ont rien à faire. Elles les écoutent pas, elles ne savent pas ce qu'on veut dire à travers ça. Mais oui, en tout cas, on peut retenir l'idée compréhension, perception. Oui, ça, on a des exemples multiples qui correspondent à ces mots-là. Oui. Alors, parce que dans les années 70, on parlait d'énergie. Maintenant, on parle d'information. On n'est plus à l'ère de l'énergie, là. On est passé à l'ère de l'information. On sait que, vous voyez la plupart des guerres, depuis l'Irak, la guerre principale qui a eu lieu, c'est une guerre de l'information. Un pays qui contrôle l'information, il contrôle un autre pays. Vous voyez bien, hein, les informations que vous avez tous les jours. Bon. Les plantes, donc, en termes de plantes, maintenant, on parle d'information. Tout ça, ça se résume à de l'information. Donc là, dans la compréhension, il y a une perception d'une information et il y a un traitement de l'information. Alors, c'est vrai que on n'a pas, comme vous avez pu remarquer, et Paco aussi l'a remarqué, on n'a pas encore les machines pour percevoir comment elles perçoivent l'information. Et encore moins les machines pour savoir comment elles traitent l'information. Et si tu permets, et puis après je me tais, je passe à Ernst, la question c'est où ça se passe ? Perception, compréhension, etc. Où ça se passe dans la plante. Il faut que tout le monde reparte d'ici avec l'idée que tout le monde a, je suppose. Il n'y a pas de système nerveux équivalent au nôtre. Vraiment, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de synapses, etc. Donc, et pourtant, il y a de la compréhension et pourtant, il y a de l'adaptation. Donc, il faut bien que ça passe par quelque part. Mais je pense que c'est là qu'on aura des difficultés. Hein. Comment s'appelle le monsieur de Florence, là, de l'université de Florence, là ? Stefano Mancuso. Monsieur Mancuso, lui, dans son livre, tout ça, là, l'intelligence des plantes, là, il lui dit que c'est partout. Toute la plante entière est réceptive. Donc, on a dit, hop, vos compréhensions, ça va ? Vous avez d'autres choses ? T'as d'autres choses ? Concernant est-ce que ça marche ? La compréhension, là j'aimerais faire appel à ce que des gens vivent avec les arbres et lié à la compréhension autre chose que simplement de l'information. Il y a encore un autre état de vie ou état d'esprit ou état de sentiment de soi que ce qui se transmet par des informations. C'est des gens qui... J'ai plusieurs récits comme ça et je suis sûr que parmi vous, il y en aurait d'autres. À la suite d'un traumatisme extrême, la perte d'un être cher ou vraiment d'une cassure dans la vie, ils ont trouvé recours auprès de certains arbres. Certains disent même qu'ils se sont sentis appelés par certains arbres. Là, je ne suis pas en train de parler comme scientifique, je relaye ce que des gens m'ont confié. Et d'aller auprès de certains arbres, ça les a complètement consolés. Et ils ont pu retourner régulièrement. Et ça les a remis sur une forme d'équilibre et une forme de force intérieure. Et voilà ce que j'aimerais partager comme expression de la compréhension que les arbres peuvent avoir avec nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris de nous ? Qu'est-ce qu'ils ont perçu ? C'est difficile à dire, mais... Vu du côté de ces êtres humains qui étaient cassés et qui se sont sentis consolés et réparés,
il se passe quelque chose qui me semble intéressant Ouais. à prendre Bien en d'ajouter connaissance. ça, hein. Et les arbres, nous vivons sur la terre et sous le ciel, et les arbres vivent dans la terre et dans le ciel. Et quand on perd quelqu'un, il y a un bout qui part en dessous, un bout qui part au-dessus. L'arbre, il accepte aux deux. Paco? Creo que sé lo que habéis dicho. Para mí, la comprensión para mí, ¿no? ¿Qué pienso yo de la comprensión? Always the word comprehension. Sí. Para mí la comprensión tiene que ver con la integración informacional. Con la integración de información. Tiene que ver con la integración de información. A ver, la comprensión para él es la integración de... Pardon, je recommence. Excusez-moi. Pour lui, c'est l'intégration de l'information. Ahora, ¿qué Ce tiene n'est pas que, juste qué- de la qué compréhension. quiere decir? La comprensión tiene que ver con distanciarse, alejarse del aquí y el ahora. En fait, pour lui, c'est de s'éloigner d'aujourd'hui et de maintenant pour pouvoir comprendre. Si como una planta yo siempre tengo una respuesta fototrópica, direccional, si yo siempre respondo a la luz de la misma manera, En fait, si comme une plante, il répond toujours de la même façon, dépendant de la lumière, entonces no hay comprensión. cela veut dire qu'il n'y a pas de compréhension. Quiere decir que la respuesta es automática. En fait, c'est un automatisme. Pero si integras la información de la dirección de la luz con la información del vector de gravedad, con la información de las vibraciones, estimulación mecanosensorial, etcétera, 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 En fait, si elle intègre les vibrations, plus la direction de la lumière, plus tout un tas entonces, d'aspects différents, claro, entonces la respuesta que das no tiene que ver con una respuesta automática, sino que se distancia del aquí y del ahora, que quiere decir que sintoniza con una realidad que va más allá de las regularidades estadísticas que encontramos en el entorno. O sea, comprender significa trascender las regularidades del entorno, encontrar una abstracción que engloba todo eso. en fait, pour lui, la compréhension, ça veut dire que la plante a réussi à faire abstraction d'une régularité, des choses, des automatismes, et la plante réussit à adapter ou s'adapter et à faire une réponse en prenant en compte tous les éléments qu'elle perçoit autour d'elle. Chouette. C'est vrai qu'il faut... les termes ne sont pas trop adaptés. Hein. Les mots, compréhension, ça, nous, quand on dit compréhension, on pense évidemment par rapport à tout ce qu'on a vécu en tant qu'humain. Mais la plante fonctionne différemment. Moi, je dis toujours, les humains, le cycle des humains, c'est 10 puissance 3, 1000 ans. Le cycle des civilisations humaines, c'est fois 1000 ans. En termes de mutation, hein. Les civilisations animales, les mutations animales, c'est fois 10 000 ans. Végétale, fois 100 000 ans. Donc c'est pour ça que le mot compréhension, on dit avant je ne comprenais pas, maintenant je comprends. Il s'est écoulé 1 seconde. Pour mettre au point les réseaux mycorhiziens, il s'est écoulé 280 millions d'années. You agree? Okay for you? Si estoy de acuerdo. What do you think about that? Yo creo que hay que distinguir la escala temporal filogenética de la escala temporal ontogenética. Entonces, sí es cierto que en esa dimensión evolutiva,
hay presiones selectivas que han esculpido nuestro genotipo, ¿no? Redis-moi ça. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Alors là, ça va être... Sí, que tenemos que distinguir entre la escala filogenética y la escala ontogenética, la escala temporal de la evolución y la escala temporal del individuo. En fait, il faut faire la différence entre l'évolution de l'individu et l'évolution temporelle Ouais, de l'espèce. Ouais. de l'espèce. Claro. Entonces, hay presiones selectivas. La selección natural ha facilitado que se haya esculpido un tipo de genoma, el genotipo, para un tipo de presiones o de necesidades. Por ejemplo, la generación de una red de micorrizas. Oui. ¿Vale? Redis. La sélection naturelle a fait qu'il y a une certaine évolution, mais c'est cette sélection naturelle qui a forcé à avoir des choses comme le mycorhizome qui se développe d'une façon ou d'une autre. Pero el concepto de escala temporal, lo que yo pienso es que el concepto de escala temporal no puede ser antropomórfico. O sea, decir 100.000 años o 10.000 años no tiene sentido. En fait, il n'y a pas d'essence de donner une échelle temporelle. Porque el año como unidad, un año como unidad, solamente tiene sentido en relación a lo que hace la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol. Parce qu'en fait, si on prend en considération une année, c'est juste la Terre, le temps qu'elle prend à faire le tour autour du Soleil. Donc, Bien. On va il n'y a pas de passer sens. On y va? Hop. Écoute. Écoute. Laisse. L'écoute. C'est vrai? Ah, tu as le droit de dire un autre nom. Oui, moi je voulais. Avant écoute, je ne saurais pas trop quoi dire d'ailleurs. C'est le piège. Non, non, un mot qui me vient après compréhension, c'est anticipation. C'est-à-dire que moi, ce qui me sidère, C'est une forme d'écoute. pour lequel je n'ai pas la réponse, c'est que les plants, les arbres notamment, anticipent des situations, ne font pas que réagir en s'adaptant, mais anticipent ce qui va se passer. Et là, je ne sais pas si toi, tu as la réponse, moi je ne l'ai pas. Comment, ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, comment ils savent qu'il va se passer telle ou telle chose? Je prends un exemple, je prenais l'exemple d'une plante qui pousse dans une pente. Cette plante qui pousse dans une pente, elle va envoyer des racines dans le bon sens pour bien s'accrocher. Mais ça, elle le fait avant d'avoir la perception qu'elle est dans la pente. Ou bien encore plus important, ces grands arbres qu'on voit et qui sont libres entièrement, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas taillé, etc., et qu'on laisse pousser librement. Ils vont disposer leurs feuilles, tout le monde le sait, de la manière la plus rationnelle pour occuper au mieux toutes les zones de lumière, pour recevoir le maximum de lumière. Ils vont occuper l'espace de la meilleure des façons possibles. Et là, moi, c'est plus au niveau du mystère. Je me dis, mais comment elle sait qu'elle doit mettre sa branche là, et cette branche-là ici, et cette branche-là là? Ça me fascine. Et peut-être qu'un de mes amis ici présents ont la réponse. Moi, je ne l'ai pas, mais je suis admiratif devant ce travail à la fois de compréhension et d'anticipation. Si on veut mettre écoute, être à l'écoute d'eux, pourquoi pas, mais comment la plante sait qu'elle doit se disposer de telle façon, ça c'est à l'avance, et ça je ne sais pas. C'est pas juste, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est pas juste de la réaction à quelque chose, de l'adaptation, mais c'est prévoir ce qui va se passer. Là, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Ernst, ça t'inspire ça. C'est un piège comme question. Il faut y aller, hein. Faut se lancer dans le piège. Hein. Voilà, oui, participer aussi. Hein. Ça, je mets ça dans. On peut mettre ça dans le domaine de l'intelligence végétale, se disposer de la meilleure des façons possibles pour récupérer, alors là on parle d'énergie, le plus d'énergie lumineuse possible. Comment l'arbre va anticiper cette situation? Je n'ai pas la réponse, mais peut-être dans le débat ça va venir. On peut rester dans l'étonnement. Aussi en lien avec la mutation de la crosse d'Erico, de la recherche du support. Concernant les arbres, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui a lieu, c'est ce qu'on appelle la fibre torse. Un arbre ne pousse pas avec des fibres verticales. Ça tourne avec une certaine vrille dans la forme du tronc.
Et cette vrille a lieu chez les résineux pendant une trentaine d'années. Et ensuite, ça devient vertical, rectiligne par rapport à l'axe de l'arbre. Et ensuite, ça bascule sur l'autre sens. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant ces 30 premières années, c'est une fibre torse en général, mais sa très grande majorité orientée vers la gauche, chez les pins, les épicéas, les sapins blancs. Et après 30 ans, ça bascule sur la droite. Et j'ai travaillé plusieurs années sur cette question de la spiralité du fût, cette fibre torse. Et on n'a pas encore de réponse sur pourquoi change-t-il leur direction. Mais en tout cas, j'ai trouvé un moyen mnémotechnique pour expliquer aux étudiants quand ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne. C'est tout simplement comme les orientations politiques. Quand on est jeune, on est pendant 30 ans orienté vers la gauche. Et ensuite, une fois qu'on n'a plus envie de tellement partager et garder un peu pour soi, avant on est intéressé à recevoir plutôt que de donner, à partir de ce moment-là, on est plutôt orienté vers la droite. Donc c'est la politique inspire les arbres ou les arbres inspirent la politique, allez savoir. Mais tout ça, c'est simplement pour dire qu'il y a effectivement des mystères avec les outils scientifiques actuels. On n'arrive pas à expliquer clairement. Aussi, les arbres au sud de l'hémisphère, quelques-uns ont une tendance opposée de fibre torse. Mais l'exception, c'est le Japon, qui fonctionne comme le sud de l'équateur. Et des choses comme ça. Il y a chaque fois quelques règles très très vagues et tout de suite beaucoup d'exceptions. Et c'est ça qui est intéressant. Et un des étonnements, c'est face à l'arbre, c'est comment est-ce qu'il arrive à rester pendant des dizaines et des dizaines d'années avec une branche à l'horizontale qui se moque de la gravité. Et la question, c'est mais comment les arbres fabriquent-ils leur matériel, leurs substances, leurs cellules? Est-ce qu'ils arrivent à acquérir un état d'antigravitation, quelque part, de ce genre-là? Une fois que la branche meurt, elle se casse, elle tombe, mais est-ce que la branche vivante a aussi le même poids? C'est des questions très simples qu'on peut se poser et que personne n'a encore essayé de résoudre. Bien. Mirad, si ponemos dos macetas... No. Es para poner dos macetas. Imagínate que ponemos dos macetas, ¿vale? En fait, c'est comme s'il y avait deux pots de fleurs. Y si yo pongo una planta que crezca la mitad de las raíces en una maceta y la mitad de las raíces en la otra maceta, ¿no? Esta es la planta, crece aquí la mitad de las raíces y aquí crece la otra mitad de las raíces. En fait, on a la plante au-dessus et puis il y a la moitié des racines d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté. Si en esta maceta ponemos esta cantidad de nutriente, ¿vale? Este nivel de nutriente, mucho nutriente, pero constante, una cantidad constante que no variamos. En fait, si à gauche on met la même quantité de nutriments de façon constante et on ne change pas. Y en esta otra maceta tenemos mucha menos cantidad de nutrientes, menos cantidad, pero increscendo. Et en fait, dans la deuxième, on va mettre beaucoup moins, mais on fait crescendo la quantité. ¿Vale? ¿Qué escucha las raíces? ¿Las raíces qué escuchan? ¿Dónde deciden crecer? Qu'est-ce qui comprend la racine? Où est-ce qu'elle décide d'aller? En la maceta que tiene más comida, más nutrientes, a fecha de hoy, o la que tiene muchos menos, pero tendrá más en el futuro. En fait, celle où il y a c'est constant, ou celle où il y a moins, mais qu'elle sait très bien que ça va grandir et que ça remonte. Entonces, la respuesta es que la planta crece más raíces en esta. ¿Pero por qué? La clave está en por qué. ¿Qué significa escuchar? En este caso, que las raíces que escuchen significa que sintonizan con la dimensión temporal del input. La dimensión temporal significa el gradiente. ¿Es constante o va increciendo? En fait, elle se connecte à la vibration, on va dire ça. Donc, comme c'est croissant, pour elle, c'est plus intéressant de se mettre à droite parce qu'elle sait que ça va continuer de grandir, de pousser et d'augmenter. Claro, y eso solamente se consigue a través del crecimiento. O sea, si yo crezco,
Imaginaos que tienes aquí un gradiente, o sea, aquí tienes el químico, ¿no? Aquí tienes el target, el objetivo, ¿no? Y yo voy creciendo las raíces. Si yo voy creciendo, yo detecto si cada vez hay más o hay menos. Detecto si el gradiente es positivo o no, si va increciendo o no. En fait, comme elle grandit, elle se rend compte qu'à droite, il y a de plus en plus de quantité des nutriments. Donc, elle préfère rester à droite. Y eso lo que quiere decir es que escuchar no es algo que podamos hacer estando quietos, estando parados. En fait, l'écoute, elle ne vient pas en restant sans bouger, mais en bougeant. Donc, Porque si estamos parados no detectamos cómo las cosas varían. O sea, la clave es que escuchar tiene que ver con la forma en que percibimos el entorno en base a cómo nosotros nos comportamos con respecto a él. O sea, tiene que ver con actuar. la clé, c'est l'action. Comme elle grandit, elle entend qu'il y a de plus en plus de nutriments. Si elle restait sans bouger, immobile, elle ne l'entendrait pas, en fait. ¿Vale? Bien. Moi, j'avais remarqué ça quand j'étais enfant. Ah, pardon, vas-y. J'ai une question. La concentration augmente la concentration de nutriments augmente à gauche, enfin notre gauche. Que se passe-t-il quand la concentration à gauche est plus grande que la concentration constante à droite? Est-ce qu'elle reste? Il vient de dire. Non, pardon. C'est pas la quantité, c'est la variation. Oh, no. Estos experimentos se llaman, son experimentos en los que la raíz primaria se parte para que crezca dos raíces primarias separadas, una en cada maceta. Con lo cual tú estudias cómo crece el patrón de crecimiento de cada conjunto de raíces por separado. Simplemente ves que hay más actividad en el crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento. Crecen más rápido en esta maceta que en esta otra. Pero tú lo que miras es el patrón de crecimiento del todo el aparato radicular. En fait, c'est juste, il prend la racine, pas la plante complète. Donc, il voit l'évolution de la racine des deux côtés. Et donc, c'est de l'observation. On n'a pas laissé la plante pour qu'elle grandisse. Donc, une fois qu'ils observent ça, mais le pot, il est grand. Donc, ça grandit. Ça ne change pas. En fait, il n'a pas observé une évolution différente. C'est juste l'observation de... Aquí jugáis a... Los niños pequeños juegan a esta cosa de frío, frío, caliente, caliente. ¿Sabes? Cuando tienen que encontrar un juguete o algo y tú dices frío, 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 caliente, caliente, caliente. Eso es, en fait, il y a un jeu, c'est chaud, c'est froid. ¿No? Pues es un poco lo mismo. Porque si el niño está quieto, tú no puedes decir frío, frío, caliente, caliente, porque no se está moviendo. Solamente si el niño se desplaza, entonces tú puedes decir frío, frío, frío si te estás alejando, o caliente, caliente, caliente si te estás acercando. Entonces, eso es lo que significa escuchar en ese caso, que si te vas acercando en el sentido correcto, escuchas, entre comillas, escuchas en el sentido metabólico, fisiológico, caliente, caliente, caliente. Vas increciendo, increciendo, increciendo. En fait, c'est juste une observation comme si c'était le jeu. Plus elle s'approche, plus elle sent qu'il faut continuer dans ces sens-là. Je disais, quand j'étais enfant, j'observais des tilleuls. Et les tilleuls, ils ont tendance à faire une boule. Et la question que je me posais, parce que j'étais déjà un peu matheux à l'époque, comment on fait la feuille qui est à gauche, là? Alors après, j'ai photographié le tilleul, j'ai imprimé la photo, donc j'ai fait tirer la photo étant enfant, et comme j'adore les maths, j'ai pris un compas et j'ai tracé. Et c'était un cercle parfait. Alors je me suis demandé, mais comment on fait la feuille qui est à gauche, là, pour s'aligner, pour se faire symétrique sur la feuille qui est à droite, là? Elle dit, toi, ça va la feuille à gauche? Ouais, moi ça va. Ouais. Il ne faut pas comme ça. Hein? Comment elles font? C'est la même question. Il y a une main levée, quelqu'un veut répondre? Passez les micros. Attends le micro. Ouais, ça arrive.
Merci. Y a-t-il une explication de retrouver la suite de Fibonacci tout le temps dans le monde végétal? Ça, c'est la conférence de demain, de dimanche, pardon. Bon, ouais, Faut venir dimanche. Mais est-ce qu'il y a une petite réponse de... je ne sais pas comment on dit en espagnol, j'ai pas l'accent espagnol ou italien, la suite de Fibonacci. C'est italien. Il est italien, Fibonacci. Une autre question? Oui, j'ai une petite question, enfin une réflexion par rapport à ce que vous dites et quand vous parlez d'intelligence. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une adaptabilité extrêmement fine quand M. Federman parle des racines qui vont s'implanter en hauteur ou les feuilles qui vont aller chercher la lumière, quelle intelligence? Est-ce qu'on suppose une intelligence à ça? Est-ce que c'est simplement pas une adaptabilité pour ça? Ça, si je peux me permettre, on va gagner 20 ans là. Je vais vous donner une expérience. Enfin, oui. Je travaille le châtaignier, qui est une essence locale, ici à Saint-Marcelin et sur les Champs-Barans. Le châtaignier, comme vous le savez, pousse par rejet sur les côtés de la cépée. Eh bien, il fait des crosses. Et il fait, le châtaignier pousse de côté, et donc la base est souvent une crosse. Quand on le scie, cet arbre, même si on a purgé la crosse, eh bien, l'arbre va s'ouvrir parce que les fibres n'ont pas la même tension d'un côté ou de l'autre parce qu'elles se sont adaptées à cette position. Donc, il y a une adaptation physiologique de l'arbre à la situation. Voilà. Mais j'en profite, comme j'ai le micro, pour poser une question à M. Zourchet par rapport à l'intelligence, où il répondra quand il voudra. Dans son livre sur les arbres entre visibles et invisibles, il parle de la gestion de l'eau, et là, il y a une intelligence sur la gestion de l'eau, mais non seulement il va plus loin que la gestion de l'eau, il dit que l'arbre produit de l'eau et que cette eau est chimiquement pure. Et c'est EZ Water. Et là, c'est de l'intelligence phénoménale, puisque l'eau est au centre de tout. Chaque fois, je l'ai entendu au cours de ces derniers jours, non seulement l'arbre gère l'eau, mais il le produit et il le consomme. Voilà. Donc, si monsieur le professeur peut nous éclairer là-dessus. Hein. Oui, oui, mais voilà, j'en ai profité. Alors, je voulais juste me faire gagner 20 ans. Il faut mettre un curseur de adaptabilité à l'intelligence. Il y a un curseur. Voilà. Voilà, il y a un curseur à mettre de adaptabilité à l'intelligence. À partir de 0 à 10, j'arriverai pas, hein, de 0 à 10, quand vous mettez 0 adaptabilité, donc on va dire pas d'intelligence, pas d'adaptation, d'accord? On commence, on monte, on monte, on monte. À partir de quand vous mettez de l'intelligence? À partir, vous dépassez 5? Normalement, on dépasse, logiquement, on devrait dépasser 5 sur 10. Mais est-ce qu'on met de l'intelligence à 5, par exemple? Vous voyez, il y a un petit curseur à mettre. Et je pense que, après, nos amis vous diront, hein, moi, dans mon expérience allez, j'y vais, je me lance, de communication avec la nature, moi, le curseur, je le mets à 5. Carrément. Et à 10, on n'est pas encore à 10. On ne sait pas ce que c'est 10. Parce que même nous, on a du mal à la 10. Alors, on ne va pas donner, nous, des leçons à des êtres qui ont 380 millions d'années, vous voyez? Donc, on est un peu comme des gamins autistes qui cassent tout autour d'eux, qui détruisent tout autour d'eux, et qui essayaient de comprendre comment les autres ils font pour donner la vie. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on va aller doucement, on y va tranquillement, on est modeste. Et on dit, eh bien, on essaie de comprendre un monde civilisé. C'est pour ça que je mets un petit curseur pour dire, voilà, attention, passer 4 ou 5, on entre dans de l'intelligence. On ne sait pas où on va, mais on y va. Je dis un micro. Oui, là-bas. Bonjour. Alors, moi, j'ai une question, en fait, si j'ai bien... Ernst. Ouais, pardon, il y a Ernst qui répond d'abord. Juste une question avant. Bon, peut-être rapidement sur cette question, la photosynthèse intégrale, la vraie photosynthèse qui prend compte de tout ce qui s'y passe,
montrent effectivement qu'il y a la lumière qui est décomposée, le dioxyde de carbone et l'eau. Ces trois composantes sont effectivement décomposées. Il y a une partie spécifique de chacune de ces composantes qui est séparée. La biomasse, la biosynthèse fabrique au départ du glucose, mais ce n'est pas si simple que ça, il y a aussi d'autres substances. De l'oxygène est fabriqué, mais c'est de l'oxygène qui provient de l'eau qui a été décomposée. Ce n'est pas de l'oxygène qui vient de l'atmosphère et qui retourne, c'est de l'oxygène qui vient d'en bas, fabriqué lors de la photosynthèse, et c'est 1,4 kg d'oxygène par kilo de biomasse formée. Et imaginez le volume gazeux que ça représente, c'est énorme. Donc c'est de l'oxygène nouveau qui n'a encore jamais circulé, et effectivement, l'oxygène, ça on l'a acquis, on l'a admis, on l'a pris en connaissance, mais ce qui est en plus de l'oxygène, c'est qu'il y a de l'eau à l'état naissant qui apparaît lors de la photosynthèse. Et par kilo de biomasse nouvelle, il y a 0,5 kg, un demi-kilo d'eau nouvelle qui naît lors du processus de photosynthèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'eau nouvelle qui se forme, parce qu'il faut 300 litres d'eau d'évapotranspiration qui alimentent tous ces systèmes, mais à ce stade-là, vous avez un demi-kilo d'eau nouvelle qui est formée. Alors, qu'est-ce que ça signifie de l'eau nouvelle? Parce qu'il y a de l'hydrogène qui provient de l'eau qui est hydrolysée, et l'oxygène de cette eau nouvelle, c'est l'oxygène du dioxyde de carbone. C'est donc du cosmique et du terrestre qui s'associent pour faire de l'eau qui n'a encore jamais eu des composantes de ce genre-là. Et cette eau n'a encore jamais circulé, le grand cycle de l'eau n'a jamais été pollué, n'a jamais été pollué électromagnétiquement. Et aujourd'hui, on sait que l'eau se laisse impacter électromagnétiquement. On expérimente le fait qu'on peut emmagasiner des informations dans l'eau, les transmettre électroniquement, etc. Donc les arbres se créent une substance qui est, et là on arrive à compréhension, mémoire, etc., une substance qui est éventuellement, c'est une hypothèse, capable d'emmagasiner des formes de signaux ou d'informations qui ont lieu au moment où elle est formée. C'est comme cette eau nouvelle reçoit peut-être une signature de l'endroit du moment où elle est formée. Et ensuite, elle entre dans la physiologie, mais à partir d'un certain moment, l'arbre, il va grandir et l'aubier, où l'eau circule, va être transformé en bois parfait à l'intérieur, où l'eau devient bloquée, est devenue fossile. Et cette eau, elle se fossilise, entre guillemets, après une dizaine d'années peut-être. Donc cette eau-là garde la mémoire de ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Et plus l'arbre vieillit, plus il a des couches intérieures qui ont peut-être des formes de mémoire d'autrefois. Alors, est-ce que ça aide à l'arbre d'apprendre quelque chose? Est-ce que ça l'aide d'expérimenter ou bien d'avoir une forme de mémoire comme on l'a dans nos microchips, etc. Là, c'est beaucoup trop technique, cette représentation, mais la question reste. Voilà, ça c'est pour l'eau. Et si tu es d'accord, de réagir sur la question de la feuille du tilleul. Magnifique question, cette magnifique forme du tilleul qui reprend en fait la forme de la feuille du tilleul. Et à un autre niveau, le bourgeon du tilleul a aussi cette forme de cœur. Et là, ça permet peut-être de revenir à cette liane Bocula trifoliata, la liane qui imite les feuilles de la plante hôte. Alors moi, j'ai une quatrième hypothèse pour ce phénomène. Une quatrième hypothèse, c'est que, puisqu'on a vu que Sheldrake est mentionné dans la littérature, mais c'est le fils de Sheldrake ou c'est qui He's the son of Rupert Sheldrake ou Berlin Sheldrake? Is it the son of Rupert Sheldrake? Yeah. Okay. Sheldrake. Sheldrake. Yeah. The son of Rupert. Rupert. Très bien. Donc, Rupert Sheldrake est un scientifique anglais absolument fabuleux qui a été très libre dans sa conception de la nature, qui a longtemps vécu en Inde. Donc, il a été probablement inspiré par une autre atmosphère scientifique, avec Chandra Bose et des gens comme ça. C'est en Inde que ce genre de génie apparaissent aussi.
Sheldrake a thématisé la notion de champ morphogénétique. Le champ morphogénétique signifie que les êtres vivants, ce n'est pas simplement des êtres matériels, mais il y a quelque chose comme un plan de construction invisible qui est là déjà avant. Une graine de séquoia, c'est 1/1000 de gramme, même pas. C'est déjà un séquoia à part entière. C'est pas moins qu'un séquoia, ni plus qu'un séquoia, comme le séquoia qui va faire 1500 mètres cubes, le plus grand du monde. Les deux sont des séquoias. Et quelle est la différence entre cette petite graine et ce séquoia énorme? C'est juste un facteur temps. Mais l'idée du séquoia, le plan du séquoia, il est là dès le début. Et c'est dans ce sens-là que Sheldrake parle du champ morphogénétique, mais qui fonctionne aussi entre au-delà de l'espace. Ce n'est pas seulement lié à la matière d'une graine. Il a observé ça, par exemple, lorsque les animaux apprennent un comportement. C'est des mésanges ou des moineaux qui décapsulent des bouteilles de lait à Londres. Et simultanément, presque simultanément, alors que ça ne s'était jamais fait avant, les autres moineaux de Liverpool, etc., font la même chose. Une découverte scientifique se fait sur un continent et presque simultanément, la même découverte se fait ailleurs. C'est pour ça que les chercheurs sentent qu'il faut se dépêcher de publier, parce qu'une fois que l'idée est dans l'air, elle est active, elle est perceptible un peu partout et d'autres peuvent prétendre être les découvreurs. Donc ça me ramène à cette notion de la liane mimétique. Est-ce que cette liane mimétique n'a pas une perception exacerbée comme nous on l'a tous, on a tous accès à ce champ morphogénétique maintenant, par exemple, ou bien entre scientifiques dans une certaine discipline, ou bien si on est une mésange lorsqu'on a soif, envie de lait. Est-ce que cette plante n'a pas simplement cet organe ou bien cette faculté un peu mieux que les autres? Et lorsqu'elle passe dans le champ, parce que ça, on en parle avec les arbres, il y a quelque part comme l'espace qui appartient à une plante, que certains arrivent à sentir, d'autres pas. Ceci appartient plus à la plante qu'à 1,50 m plus loin. Et est-ce que cette liane n'est pas capable, en entrant dans cet espace, de percevoir le champ morphogénétique et d'être sensible, d'être plastique à ce champ morphogénétique? Et lorsqu'elle ressort de cet espace, elle entre dans le champ morphogénétique d'une autre plante avec une autre forme de feuille et de se laisser plastifier par cette autre forme de feuille. Et là, ça me donne l'idée d'une recherche, d'une hypothèse de recherche que je proposerais. C'est si on essayait de faire pousser cette Bochylla trifoliolata sur une plante avec des feuilles en plastique. Sí, bueno, conozco. Este es un buen ejemplo por lo siguiente. Conozco el trabajo de Rupert Sheldrake y lo he discutido con él bastante. Entonces, a ver cómo lo digo. Este es un buen ejemplo de la actitud científica que tenemos que tener, ¿vale? Vamos a ver. No, le estaba diciendo que conozco el trabajo de Sheldrake, entonces entiendo lo que quiere decir con proponer la cuarta hipótesis, ¿vale? Entonces, en fait, il connaît le travail qu'il fait, donc il comprend qu'il y ait cette proposition de quatrième hypothèse. Entonces, Sheldrake en el año 81, el editor de Nature, de la revista Nature, publicó un editorial en la revista demoledor, ¿no? Diciendo que todo esto es basura. ¿Vale? En fait, en el 81. En 1981, il y a eu un article qui est paru en disant que tout ça, c'était vraiment de la merde. ¿Vale? Entonces, el editor jefe de la revista Nature dijo, todo esto no es ciencia, ¿vale?
En fait, tout ça, c'est pas de la science. Entonces, creo que es un error hacer lo que hizo el editor de Nature. Pour lui, c'est une erreur énorme. C'est que l'éditeur principal a fait. Porque cuantas más hipótesis alternativas tengamos sobre la mesa, mejor. Plus il y a des hypothèses, mieux c'est. O dicho de otra manera, creo que el error por parte de los científicos es comprometerse con defender una hipótesis. En fait, pour lui, l'erreur, c'est que le scientifique défend juste une hypothèse au lieu de défendre plusieurs hypothèses. Yo no tengo que defender la hipótesis de que la boquila se mimetiza a través de la visión. En fait, il ne veut pas défendre juste l'hypothèse qu'il y a le mimétisme entre une plante avec l'autre. O a través de químicos, o a través de transferencia genética. Pas seulement la perception, que c'est la génétique, ou c'est juste... O la cuarta hipótesis de morfogénesis. O sea, no tenemos que tratar de defender ninguna hipótesis. En fait, il ne faut pas défendre une seule, ou il ne faut pas défendre des... Lo que tenemos que hacer es tratar de descubrir cuál es la hipótesis correcta. En fait, il faut découvrir laquelle serait la mieux, ou la correcte. Entonces, para eso, lo que es fundamental es que las hipótesis puedan ser falsables, que puedan hacer predicciones que veamos si se cumplen o no se cumplen, y a partir de ahí decidir si la hipótesis concuerda o no concuerda con los datos recabados. En fait, il faudrait faire comme si c'était de la divination. Voilà, on émet une hypothèse, on s'est dit, voilà, ça peut être bon, ça peut être pas bon, et puis après on observe, et puis on voit ce que ça donne. El principio de falsabilidad, Popper. Una hipótesis empírica tiene que poder ser falsable. O sea, tenemos que poder decir, esta es una explicación posible del fenómeno, pero estar de acuerdo en que habrá evidencia que la false. En fait, il faut pouvoir dire que c'est une éventualité, mais il y a aussi possibilité que ce soit faux ou qu'on ait la preuve après que ce soit pas ça. Claro. Entonces, en el caso de la hipótesis de Sheldrake, tenemos que preguntarnos por las predicciones que se generan y a partir de ahí contrastarla empíricamente. En fait, il faut à la limite voir s'il y a des hypothèses, les comparer et puis les tester. Voilà. On essaye un autre. Vous ne me battez pas si je touche. Hein. Mémorisation. La mémoire. Plante, mémoire. Arme, mémoire. Mémoire. Memory. Get started. A ver, cuando antes hemos dicho que cómo perciben las plantas, cómo procesan la información, ¿vale? Yo he hablado en la charla del sistema vascular, ¿no? Y hemos dicho que el sistema vascular era como el sistema de procesamiento de información. En fait, quand on a parlé tout à l'heure de comment la plante elle, gère l'information, c'est un système vasculaire pour traiter l'information. Entonces, pensad en no sé si os suena el campo de las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial es un modelo matemático de unidades conectadas entre sí. Redes neuronales artificiales. En fait, un réseau de neurosciences. Son modelos computacionales donde... C'est un réseau en fait, qui n'est pas naturel, ou artificiel de neurones. Mira, más fácil. Imaginemos que tenemos un conjunto de unidades conectadas entre sí, ¿no? Las unidades son como neuronas y las conexiones son como sinapsis. En fait, il suffit d'imaginer qu'on a un réseau d'unités connectées les unes avec les autres. Las unidades son las neuronas y las conexiones son las sinapsis. Bueno, las unidades son las neuronas y los demás son las sinapsis. Ah ben voilà, je recommence à nouveau. Les neurones et les synapses. Voilà. Entonces, aprender, cuando hablamos de aprender, decimos que el aprendizaje consiste en modificar las conexiones sinápticas.
Cuando modificamos las conexiones sinápticas, estamos posibilitando el aprendizaje. En fait, quand on modifie les connexions, on facilite l'apprentissage. ¿Vale? Entonces, de la misma manera, la memoria no es otra cosa que el conjunto de valores de esas conexiones sinápticas. En fait, la mémoire, c'est juste l'ensemble de ces connexions. O sea que todo ese conjunto de conexiones sinápticas, con el valor que tienen, es lo que llamamos una memoria, ¿no? Entonces, imaginaos el sistema vascular de la planta y toda la superficie de la planta. Cuando decimos que la planta percibe a través de la superficie, en fait, il suffit juste d'imaginer la plante et sa perception avec toute sa surface. Imaginémonos los meristemos. Los meristemos es donde se generan las nuevas células en los ápices. Ça va être compliqué. On sait bien que c'est compliqué. En fait, voilà, après, il y a une partie de la plante, les nouvelles cellules, voilà, où il y a des nouvelles informations. Donc, on va imaginer tout ça avec les cellules existantes, avec les nouvelles. Si pensamos en una red, en una planta, como un sistema distribuido, un sistema descentralizado. En fait, si on imagine la plante, comme on a dit tout à l'heure, comme un système décentralisé. La memoria reside en las conexiones entre todas las células a través del sistema vascular. El valor de todas esas conexiones es el equivalente a la memoria distribuida de una red neuronal. En fait, il suffit de prendre toutes les informations de toutes les parties de toutes les cellules et en fait, ça crée une mémoire. Voilà. Et ce serait exactement la même mémoire que dans ces réseaux des neurones artificiels. Alors, est-ce que, comme chez nous, il y en a une mémoire à court terme? Est-ce que les plantes, comme chez nous, ont une mémoire à court terme et une mémoire à long terme? On voit par exemple avec Alzheimer, les gens qui commencent à avoir des symptômes d'Alzheimer, ils ont la mémoire à long terme qui n'est pas touchée, mais la mémoire à court terme qui est très vite touchée. Est-ce que les plantes disposent aussi d'une mémoire à court terme et d'une mémoire à long terme, d'après vos études? Alors, on peut dire la mémoire à long terme, c'est la graine, par exemple. Bon. Mais est-ce qu'en dehors de la graine, il existe une mémoire à plus long terme? Je vous interroge. Une mémoire à long terme, quand on voit qu'on utilise, par exemple, du charbon, il ne faudrait plus en utiliser, mais quand on brûle du charbon il y a encore des troncs d'arbres qui ont combien, 300 millions d'années à peu près, et qui ont en gros à peu près conservé leur structure, et quand on les brûle, on dégage on brûle cette mémoire. Les mêmes problèmes que quand on brûle du bois ou du pétrole. Actuel. 300 millions d'années après, les structures sont, je ne pense pas dire de bêtises, sont pratiquement intactes. Moi, ça me fait, si je peux dériver un tout petit peu sur cette notion d'intelligence de l'arbre. Est-ce que, moi je poserais la question d'une manière, enfin pour essayer de faire avancer, j'en sais rien, est-ce que l'arbre a les moyens de son intelligence? Est-ce que l'arbre a les moyens de son intelligence? Et quand je vous entends parler, décrire des phénomènes extraordinaires, l'arbre qui fabrique de l'eau qui n'existait pas avant, hein, on est bien d'accord, de l'eau qui n'existait pas avant. Moi, j'ai raconté tout à l'heure que cette histoire de cellules souches, des méristèmes, qui sont capables de donner n'importe quelle cellule à n'importe quel moment dans la vie d'un végétal. Oui, les arbres ont les moyens de leur intelligence, et parfois, si on veut comparer, mais ce n'est pas comparable, on a quelques centaines de milliers d'années sur la planète à peine, et les arbres de plusieurs centaines de millions d'années, oui, ils ont les moyens, des moyens qu'on peut qualifier de supérieurs à nous dans des formes d'intelligence. Je raconte une toute petite histoire, et on revient à mais ça nous rapproche de l'histoire de la mémoire. Dans le département de la Seine-et-Marne, il y a un gros sophora, un très bel arbre, qui était énorme comme ça et qui est tombé il y a une centaine d'années.
il s'est abattu. Tout aurait dû faire qu'on l'élimine, qu'on le découpe en morceaux. Et en tout cas, s'il s'agissait d'un être humain ou d'un animal, il serait mort depuis longtemps, abattu là par une tempête ou il aurait été brûlé par quelque chose. La vie était impossible. Cet arbre énorme s'abat. Et le jardinier dit, tiens, ça pourrait être sympa de le garder. Je vais voir ce que ça va donner. Et il garde cet arbre couché qui allait d'ici jusqu'à la dame qui est habillée en noir, par exemple. C'est, voilà, pour vous donner une, voilà, faites-nous coucou pour vous donner une idée de la distance. Voilà la longueur de l'arbre qui s'est abattu. Tout est fait théoriquement pour que l'arbre meure, disparaisse. Eh bien, on est 100 ans plus tard, c'est, avec un des arbres que j'ai montré tout à l'heure, c'est un des plus beaux arbres de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, à 5 mètres, l'arbre en dessous a transformé certaines de ses cellules avec des bourgeons qu'on qualifie de suppléants. Vous savez, c'est beau, je vous ai dit, ceux qui étaient là tout à l'heure, qui peuvent donner n'importe quelle cellule. Ça a fait des petites racines là. Et puis là, au deuxième trait, il a continué, il a fait des racines là-bas. Et puis près de vous, là-bas, madame, il a fait des racines là-bas. Il forme une énorme boule aujourd'hui. Je l'ai vu l'an dernier. Les sophoras fleurissent pas abondamment tous les ans. C'est tous les 2, 3, 4 ans. Il était couvert de fleurs. J'ai jamais vu un spectacle entomologique aussi beau que ce jour-là avec cet arbre qui aurait dû mourir il y a 100 ans. Donc, si là, il n'y a pas une mémoire fantastique, incroyable, et surtout, ce que je veux dire par là, un potentiel admirable, ce que tu as dit sur l'eau, sur l'oxygène, ces possibilités de fabriquer des cellules souches n'importe quand, c'est incroyable le potentiel de vie que les arbres ont. Alors est-ce qu'on va appeler ça? Oui, appelons ça de l'intelligence, parce que pouvoir survivre quand on est mort, comme ça, parce qu'il était mort, et il a survécu, il est devenu un des plus beaux arbres que je connaisse. Voilà, juste pour vous faire partager cette formidable admiration, appelons ça le potentiel d'intelligence, les qualités pour avoir de l'intelligence. En plus de l'intelligence, il faut avoir des qualités particulières, et les arbres les ont. C'est difficile d'avoir une influence sur mémoire. Là, les applaudissements vont pour le sophora en question. Si vous avez l'occasion de le voir, j'espère que je vous fais passer mon admiration. Je pense que demain matin, je dois l'avoir en photo. Ceux qui sont là, je le montrerai. Et est-ce que vous, dans l'assistance, vous avez des vécus qui convergeraient vers le fait qu'il y a une mémoire dans les arbres? Est-ce que vous, dans votre assistance, des vécus solides, hein? On rentre dans ce nouveau monde qu'est les arbres, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc, on a une vraie démocratie, on va faire comme eux. On va faire ensemble. On dit, voilà, moi j'ai vécu ça. Ah, ça, quand j'étais gosse, j'ai vécu ça. À vous. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la mémoire ou de l'ordre de l'anticipation ou de l'ordre de la sensibilité, mais il m'arrive assez régulièrement de récupérer des grosses pommes de pin. Et j'avais toujours entendu mon arrière-grand-père me dire, je ne l'ai pas connu longtemps, hein, mets-la dehors, tu sauras le temps qu'il fait. Voilà. Donc je mets les pommes de pin dehors, et quand les pommes se ferment, en général, 8 heures après, il pleut. Et quand elles s'ouvrent, en général, le lendemain, il fait beau. Est-ce qu'elles ont une mémoire? Est-ce qu'elles anticipent? Est-ce qu'elles sont dans une sensibilité? Je ne sais pas le dire, mais ça fait partie des expériences que j'ai faites. Puis la deuxième expérience que j'ai faite, elle est avec un épicéa qui est juste devant chez moi, où il m'a été fortement conseillé de couper toutes les branches mortes qui étaient sur un côté. Et c'est intuitif, ça n'a rien de matériel, donc il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ça a été fait par des gens qui grimpent dans les arbres parce qu'il y avait des branches qui étaient quand même hautes. Et quand toutes les branches ont été coupées, les personnes qui ont fait ça m'ont dit, on va vous les emmener faire un tas, puis vous allez brûler. Moi, je n'ai pas pu brûler ces branches, donc je les ai laissées en tas. Et 2 jours après, quand je suis remontée près de l'arbre, la première sensation que j'ai eue,
c'est que quelque chose de branches qui n'existent pas, puisqu'elles ont été coupées, m'entourait comme ça, comme pour me remercier d'avoir été coupée. Mais j'ai rien compris, hein. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre? Merci à tous d'abord. Je ne sais pas si ça a à voir avec la mémoire. Il faudrait peut-être qu'on définisse ce que ça veut dire la mémoire. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gros arbres coupés en rondins sur le bord de la route, et de là partaient des rejets. Donc en fait, pour moi, la mémoire, est-ce que c'est pas l'intelligence de vie et qu'est-ce qui cherche à préserver la vie? Comme si on était inscrit dans un écosystème qui est là pour faire vivre. Et du coup, ma question, elle est pour vous, en fait, aussi, du coup, dans toutes vos expériences, est-ce que vous avez vu à quel point ça vous parle ou pas, cette notion de qu'est-ce qui maintient la vie et comment on maintient la vie sans jugement, comme disait un des intervenants qui disait la vie, elle n'est pas belle, c'est nous qui la voyons belle, elle est. Simplement, elle est, quoi. Et à côté de cette notion-là, il y a aussi la notion par rapport à la mémoire de temporalité. Nous, on est soumis à une ligne de temps et à un passé, un présent, un futur. En tout cas, comment on le vit aujourd'hui, hein, comment on nous a éduqués à le vivre. Et moi, ça vient me poser la question sur quel plan on se pose quand on pose ces questions-là. Et je pense que ça rejoint vraiment ce que disait... c'est... L'espace-temps, c'est quoi en fait? Enfin, voilà. Moi, ça vient me connecter à ça. Et du coup, ça vient me poser aussi la question du maillage, enfin, de la forme et du torus. Ça m'a tout de suite fait penser au torus, donc à la circulation d'énergie. Enfin, et tout ça, c'est des principes de vie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à répondre à tout ça, si vous pouvez m'aider à mettre les choses en ordre. Ou Moi, en tout cas, une seule question. Ah ben, choisis-en une. Je ne me rappelle plus la première. Ouais, on va commencer. Encore 2 questions. Ou bien, je remets le bâton au tableau aussi. Hein. Non. Mémoire en tant que stockage d'infos, les cernes de l'arbre stockent de l'information sur ce qui s'est passé cette année-là. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Alors, on peut faire... Moi, j'avais appris un jour, la mémoire, c'est une chose, l'accès à la mémoire, c'en est une autre. Comment font le stockage de l'information dans les cernes de l'arbre, dans la graine, et maintenant comment on fait comment les plantes font pour accéder à une mémoire? Comment nous, on fait pour accéder à notre mémoire? Parce que la personne qui a Alzheimer, elle a encore de la mémoire, mais elle n'a plus accès à sa mémoire. Et comment les plantes, la question qu'on peut se poser, c'est comment elles font pour accéder à la mémoire? Parce que, est-ce que c'est une mémoire simplement individuelle ou comment elles font aussi pour accéder à une mémoire collective? Parce qu'elles apprennent ensemble aussi. Comment elles font? Il faut parler, là. Micro. C'est juste un témoignage, puisque mon père est mort de ça, et ma tante aussi. Quand on les fait chanter, ils vont chanter des chansons qu'ils chantaient enfants, ils arrêtent de chanter, on leur pose une question sur « Qu'est-ce que tu as mangé hier ?» et ils savent le dire. C'est ça. Et ça, c'est troublant. On utilise un autre vecteur qui est le son, et quelque chose en eux se reconnecte, mais je ne sais pas comment. Est-ce que vous avez des réponses à ça? À l'accès à la mémoire? Non. C'est pas encore trop travaillé en... C'est pas travaillé encore. Hein. Pas simple ça. Hein. Bon, alors, du coup, je suis un petit peu perturbée, moi, avec cette notion de mémoire, parce que... Ça sert à ça. Ben, n'est-ce pas? Non, je voulais tenter de lancer mes fraises des bois. Parce qu'elles déménagent quand il y a du monde et elles ont été piétinées, donc elles sont parties 20 mètres plus loin. De temps en temps, elles viennent voir, mais elles ne reviennent pas tant qu'il y a du monde dans la zone où elles étaient avant. Oui. Et donc, voilà, moi, je me suis dit, tiens, pour l'exemple de la mémoire, mes fraises des bois, elles pourraient être citées. Et sinon, en fait, j'observe le versant qui est derrière chez moi, qui est hyper argileux, hyper humide, avec moitié forêt, moitié alpage. Et au niveau mémoire, en fait, ce qui est assez... Enfin,
par rapport à ce qu'on pourrait appeler mémoire, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fonction de l'évolution de l'activité humaine en bas du versant, bah forcément, les plantes qui sont 50, 100, 200 mètres au-dessus, elles évoluent. Elles modifient le terrain pendant, c'est de l'ordre de 10 ans, 20 ans. Et puis en fait, il y en a qui paraissaient disparus, qui reviennent là où c'était bon. Donc du coup, ça pourrait, on pourrait illustrer le mot mémoire avec ce versant que j'observe. Ouais. Mais des exemples farfelus, j'en ai plein. Ah mais c'est ce qu'on veut. Hein. C'est plus la statistique couvre d'exemples, plus la statistique est grande, plus on se rapproche d'une réalité. Hein. Vous voulez que je passe à autre chose? Mémoire, c'est dur. Hein. Non, mais c'est pas grave. Ah. Ça me dérange pas. On n'a pas épuisé la mémoire. Après, c'est un autre exemple de mémoire, mais Allez, après, vu qu'on en a déjà parlé, c'est encore autre chose. C'est juste un truc en plus, c'est sur les pissenlits. À force de tondre la pelouse, on voit que les pissenlits, ils arrêtent de pousser en hauteur. Le pédoncule, il arrête de monter assez haut. Il commence à monter, mais seulement de 5 cm. Et plus on passe la tondeuse, plus le pissenlit, il reste à 2 cm. On pourrait dire que c'est des pissenlits à col, d'une certaine manière, alors que ça reste le même pissenlit. Donc, d'une certaine manière, au bout de 10 ans, à force de tondre à ras, on voit que les pissenlits gardent une mémoire qu'il y a une tondeuse qui passe et qu'en fait, faut leur fleur, faut pas qu'elle dépasse 2 cm, sinon elle se fera tondre. Voilà, c'est une mémoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a parlé compréhension, mémoire, écoute, on n'a pas fait le reste encore. Hein. Adaptabilité. On a fait adaptabilité. Perception. Là, on est en train de parler d'intelligence, de toutes les propriétés, les conséquences de l'existence d'une intelligence. Parce que si on voulait, par exemple, si on dit voilà, il y a une espèce sur la Terre, une espèce humaine, d'accord ? On va se demander, les arbres, ils vont se demander si l'espèce humaine est intelligente ou pas. Alors ils se rassemblent ensemble, eux, là, puis ils se disent, on ne peut pas mesurer l'intelligence humaine. Par contre, on peut voir les conséquences de l'intelligence humaine. Voilà. Donc on va dire, s'il y a une espèce intelligente sur la Terre, eh bien, normalement, ils prennent soin les uns des autres, ils ont de l'empathie, ils ont de la mémoire, ils ont de la sensibilité, ils ont de l'écoute, ils ont de la communication, ils ont de la compréhension, etc. Et tout ça, ça se manifeste au niveau des résultats. C'est-à-dire la création d'espaces verts, la préservation des petits, comme ils font eux, le commensalisme, comme ils font eux, etc. Eh bien, s'ils font le bilan, ça sera non. Ils diront donc, désolé, eh bien, dans l'espèce, l'épipède en question, nous n'avons pas constaté, nous ne mesurons pas l'intelligence, mais nous n'avons pas constaté des manifestations intelligentes, en tout cas à l'échelle collective. Et là, on est en train de faire exactement le contraire avec les plantes. Hein. C'est-à-dire, on regarde, et on trouve de l'empathie. On n'a pas encore parlé de l'empathie, mais on y va tout de suite. Tiens. Empathie. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que quelqu'un, Georges, tout ça, empathie? Empathie, si on peut définir, on va regarder sur un téléphone empathie là. Empathie, c'est vivre au niveau des sentiments, pas au niveau de la pensée, mais au niveau du ressenti, ce que ressent l'autre. Pour moi, c'est à peu près ça. C'est percevoir ce que ressent l'autre. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est intéressant, peut-être qu'on peut mentionner les travaux de Cliff Baxter en Californie, avec le premier à découvrir ces signaux des plantes de son Dracæna lorsqu'il a mis ses électrodes dessus. Et dans ce livre, L'intelligence émotionnelle des plantes, je crois qu'il y a un exemple intéressant qui est décrit. C'est ce Dracæna qui réagit à la personne qui s'approche, mais déjà avant que le geste n'ait eu lieu, à la volonté de couper des feuilles ou bien de provoquer des blessures au Dracæna.
Alors là, ça me semble être assez clairement de l'empathie, parce que c'est de l'empathie, mais dangereuse ou bien inquiétante pour l'arbre. Il sent ce qui se passe à l'intérieur de la personne, et puis il sent que ça va mal se passer pour lui. Et il réagit déjà avant. Alors qu'est-ce qui se passe entre deux? On a une trace d'empathie, on a une manifestation d'empathie, mais qu'est-ce qui relie, comment ce phénomène de réaction avant le geste est-il possible? Là, je pense que c'est la dimension, on a aussi vu à quel point elle est réelle, la dimension électromagnétique de la plante, la dimension électromagnétique de l'être humain. Et je pense que comme nos cerveaux en activité dégagent des champs électromagnétiques, pourquoi pas imaginer que la plante soit sensible et perçoive des champs électromagnétiques, pas au niveau de pensée, mais simplement au niveau d'attitude, au niveau d'intention. C'est ce que me suggère cette question autour de l'empathie. Donc, probablement beaucoup plus d'empathie de la part des plantes et des arbres en particulier, qui ont tout leur passé de vécu. Combien d'humains est-ce qu'ils ont vu passer avec combien de belles intentions, combien de mauvaises intentions, combien de traumatismes. Et maintenant, lorsqu'ils entendent s'approcher des humains avec une tronçonneuse, qu'est-ce que ça développe chez l'arbre? Bien. La empatía, bueno, la empatía como cualquier otra cosa perteneciente a la vida mental, no lo podemos percibir directamente. L'empathie, on ne peut pas la ressentir directement. Pero sí es cierto que lo podemos percibir, por ejemplo, a través de técnicas de registro electrofisiológico. En fait, ils peuvent les percevoir avec les plantes à partir d'électrodes. Entonces, como él decía, no sé si he entendido bien, pero bueno, como creo que entender que ha dicho, pensad, por ejemplo, en las neuronas espejo en animales. ¿Os suenan mirror neurons? ¿Neuronas espejo? Neuronas espejo. Les neurones miroirs. Oui. ¿No? Mirror neurons. ¿Vale? Si podemos estudiar la actividad cuando una neurona espejo se dispara y a partir de ahí, de la comprensión de ese registro electrofisiológico, correlacionarlo con actividad relacionada con la forma en que un humano o un animal empatiza con otro, ¿vale? Si podemos hacer eso. En fait, si on pouvait étudier les réactions de ces neurones miroirs entre les animaux pour voir la réaction de l'autre animal, comment il réagit. Entonces, en principio, metodológicamente hablando, la metodología es la misma. En fait, c'est la même méthode. Entonces, yo no tengo conocimiento a fecha de hoy de literatura científica que lo haya demostrado. En fait, à aujourd'hui, il n'a pas des connaissances d'écrits scientifiques le prouvant. Pero sí que me aventuro a decir, sí que puedo imaginar cuáles serían los principios en los que había que trabajar. Mais il pourrait imaginer sur quel principe il faudrait travailler. Que tienen que ver con esto que decías tú de la actividad electrofisiológica. ¿Qué perfil de actividad electrofisiológica se correlaciona con estados de sentiencia y empatía, por ejemplo? Quel serait le profil qui pourrait démontrer l'empathie? Est-ce qu'il y a eu des expériences d'empathie entre les plantes à des grandes distances? C'est vrai? Non, à chaque fois, tu poses une question et je réponds autre chose. Mais c'est pas grave. Non, je suis resté quelques secondes en arrière. Rien ne nous interdit de rendre hommage quand même dans un lieu dédié à la science à M. Darwin. Les arbres et les végétaux ont développé, ça ne répond pas à ta question, les arbres et les végétaux en général ont développé une beauté extraordinaire pour leur reproduction en séduisant les insectes. Développer des fleurs merveilleuses
Vous allez voir jusqu'où je pousse le raisonnement. Empathie vis-à-vis des insectes vous connaissez l'histoire, hein, pour qu'ils transportent le pollen. Mais il y a des formes incroyables par millions en forêt tropicale, mais même dans nos campagnes. Il y a des merveilles admirables qui sont le fruit de l'évolution, qui laissent rêveur, tellement c'est extraordinaire. Et nous, on en profite, on voit ces floraisons, et c'est purement de l'empathie. Pour nous, ça ne sert à rien. Et comment ça se termine? Eh ben, dans 2 jours, vous payerez 5 € une rose pour la fête des mères. C'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on pousse tellement l'empathie jusqu'à vendre ce que la nature a créé en poussant les prix à l'extrême. Je dis ça de manière caricaturale. C'est juste pour souligner la beauté que les besoins de vie, et je rejoins beaucoup ce qu'a dit Madame, la force de la vie, comme vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, cette force de vie qui conduit à la reproduction, peut-être certains ont vu une émission, c'était il y a 2 jours, je crois, mais c'était peut-être pendant la soirée, là, sur la reproduction animale. Il y avait des trucs absolument hallucinants, et les arbres ont poussé la beauté jusqu'à ce que ça séduise les insectes et jusqu'à ce que ça séduise les hommes. C'est pour ça que je terminais par l'histoire de la fête des mères. Mais là, il y a de l'empathie, faire naître la beauté sans cesse, et ça continue à s'améliorer. Je pense aussi à une intervenante tout à l'heure qui a évoqué des petites fleurs que j'aime bien. On n'est plus dans les arbres. Les ophrys, ces orchidées qui imitent les insectes, qui sont le summum de l'évolution, qui nous dépasse. Même les odeurs des insectes sont imitées. C'est absolument incroyable. Et donc, moi, je mets ça sur le compte de l'empathie, de la séduction. Voilà, j'ai envie de caser ça à ce moment-là. Excuse-moi, je n'ai pas répondu à la question que tu disais. Mais vraiment, j'ai toujours ce souci de... Ça fait du bien qu'on s'émerveille aussi. On a beaucoup de raisons d'être pessimiste par les temps qui courent. Mais s'émerveiller devant la force de la vie, comme vous l'avez fait tout à l'heure, la force de la séduction végétale qui nous plaît en contrepoint, ça fait du bien aussi. On a besoin de ça aussi. C'est bien vrai. Besoin de ça. Ouais. Mais alors, avec des expériences si simples qu'une plante séduit un insecte, je voudrais bien savoir comment elle s'y prend quand même, puisqu'elle ne le voit pas. Moi, je veux bien séduire quelqu'un. Quand je veux séduire quelqu'un, c'est de 2 choses. Je séduis une humaine. Donc je suis humain, je séduis une humaine. Donc je sais un peu comment elle pense, je m'habille un peu comment elle aime ça, etc. Ok, bon. Je suis un arbre, je veux séduire un insecte, je ne le vois pas. Comment je fais? Oui, mais l'orchidée, les ophrys, par exemple. Les ophrys non, mais les arbres... alors il y a des arbres qui sont pollinisés par le vent, bien sûr, oui. mais il y a une grande partie des arbres qui font appel aux insectes pour la pollinisation. Mais comment ils séduisent? Odeur, couleur, parfum, forme. Bernard. Pour moi, l'empathie, je la vois quand je me promène en forêt et que je vois 2 essences différentes, comme un sapin et un hêtre, comme on retrouve dans notre Vercors. Soit c'est un petit sapin avec un grand hêtre à côté, on dirait que c'est un parrain, un père, un tuteur, ou alors le contraire. Des fois, c'est un grand sapin et un petit hêtre. Moi, je perçois, et il me semble que je perçois vraiment, une empathie, c'est-à-dire avec. Avec, je perçois ta fragilité, comme s'il guidait, comme s'il épaulait la croissance de ce petit arbre à côté de l'autre. Alors, est-ce que c'est juste une perception personnelle ou scientifiquement, vous avez remarqué cette juxtaposition de 2 essences? Vous percevez une empathie ou vous percevez une harmonie? En tant que soignante, hein, à la base, moi, je qualifierais ça d'empathie. Très bien. On essaie encore une fois ou peut-être ça va aller là? Il est 18h, on avait prévu de terminer à 18h. Oui, c'est bon. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette journée. On vient de démontrer qu'il y a une intelligence végétale, même si on ne sait pas comment ça marche. Merci.
it's not for you. Merci à tous pour votre participation. Merci Virginia pour la traduction. Merci Paco, merci Claude, merci Georges et merci Ernst. On se retrouve demain matin à 8h30 pour les contes avec Irénée Dombourg. Ah, ce soir, oh pardon. Oh là là, le cinéma.